Alors, bonjour, bienvenue donc à Monsieur Ahmed Karam, bienvenue à Monsieur Tal Almi. Alors, nous sommes au rendez-vous de chaque mercredi à 14 heures. Donc, HET et le groupe Daily Trading Forum organisent les tables rondes de visioconférence d'économie financière. Alors, la session portera aujourd'hui la pandémie et la banque, et le titre donc de notre thème de la pandémie à l'environnement des affaires et de l'investissement, avec quelle banque rebondir. Alors, le programme est comme suit. Donc, il y aura la présentation de la problématique par Dr Tal Almi, universitaire, l'environnement des affaires et le financement de la reprise. Alors, la gestion de la dépression, les perspectives à court et à moyen terme et les contraintes. Après, nous allons débattre la problématique de sortie de la crise et de soutien du système bancaire avec Monsieur Ahmed El Karam. Et je cède donc la parole au docteur Tal Almi, économiste universitaire, initiateur de forum d'économie financière. Alors, c'est Tal, tfadal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à nos spectateurs. Bienvenue à Sidi Ahmed Karam, qui est très connu au niveau du monde des affaires, de la finance, aussi bien nationale que internationale. Nous allons parler aujourd'hui de la pandémie, la sortie de crise et avec quelle banque. La pandémie a plongé la Tunisie en récession. Il y a un recul de la consommation, recul de l'investissement, recul des exportations. Le pouvoir d'achat recule, l'emploi régresse, l'appareil productif est en panne technique. Au premier semestre, l'économie tunisienne a basculé de la récession à la dépression. Au premier trimestre, elle a subi sa plus violente contraction depuis la crise financière de 1984, en raison de la fermeture des entreprises et des commerces décidés pour freiner l'épidémie dans le pays. Nous allons tenter de faire le point avec Ahmed Karam, président du directoire de Aman Bank. 3 axes thématiques seront exploités. L'axe 1, le scénario de sortie de crise. L'axe 2, le soutien des banques. Axe 3, la politique monétaire de la Banque centrale. Au niveau de l'axe 1, les scénarios sont de 3 types. Le PIB de la Tunisie a reculé sur les 3 premiers mois de l'année par rapport au trimestre précédent. 3 scénarios. Le scénario optimiste, le PIB régresse de 4,5%. Le niveau général des prix, l'inflation sera de 5,5% et l'emploi a régressé de 5%. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Le deuxième scénario, c'est un scénario de base. Le PIB va régresser de 9,5%. Le niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation, sera à peu près de 5,5%. L'emploi va régresser de 10%. Dans le pire des cas, le PIB va régresser de 19,5%. Le niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation, va être de 5,5% aussi, mais l'emploi va régresser de à peu près 20%. Ceci pour 2020. Les investissements en capital ont baissé de 60,5% au cours du premier trimestre 2020, et encore, c'est des chiffres provisoires. La consommation des ménages a régressé de à peu près 24%. Les économistes en Tunisie s'attendent à ce que la chute du PIB
s'accentue au cours du deuxième trimestre, le confinement ayant surtout concerné les mois de mars, avril et mai. Il a mis en arrêt complet de nombreux secteurs et branches comme la restauration et le tourisme. Des mesures ont été prises par la Banque centrale de soutien à l'entreprise. Au niveau des banques, le deuxième thème qui nous intéresse, que font les banques? Le secteur bancaire qui mis à contribution pour la première fois pour juguler les grands risques que l'épidémie fait peser sur l'économie tunisienne, ce secteur bancaire est en première ligne. Il est peu probable que le stress subi actuellement par les banques transforme en crise financière, ce qui ne veut pas dire que le risque soit nul. Cependant, les autorités monétaires et budgétaires sont par ailleurs peu armées parce que les contraintes sont toujours présentes. Les craintes liées à l'épidémie ne sont qu'empirées. Pourquoi? Parce que au niveau des banques, le risque le plus immédiat est celui d'une baisse marquée des revenus en banque, au niveau des investissements, au niveau de la consommation, au niveau de financement. L'activité des marchés est ralentie. Bref, tout est bloqué, ou presque. Le marché des introductions en bourse, par exemple, pour accroître l'investissement, est de facto presque fermé. Une chute prolongée des cours ne manquerait pas d'affecter le marché secondaire en bourse. Les commissions en banque sont récentes. Les autres activités bancaires, comme le crédit, au niveau des entreprises et au niveau des particuliers, va subir des conséquences, aura des conséquences très dramatiques. Les banques courent aussi les risques opérationnels. Un certain nombre de questions se posent. Comment poursuivre son activité, la banque, si les salariés sont mis en quarantaine encore? Parce que n'oublions jamais que l'épidémie peut ressurgir. Le troisième risque, c'est le risque de récession. Il ne peut pas être mis de côté. Troisième type de risque, les banques ne sont-elles pas en position prudentielle et financière plus solide, moins solide? Dans quelle mesure les banques, souvent, ont des réserves de liquidité? Le troisième thème qui nous intéresse, c'est la politique monétaire de la Banque centrale. Face aux inquiétudes, la Banque centrale a envoyé des signaux destinés à rassurer. Avec la baisse précipitée des taux. Mais les mesures classiques, est-ce qu'elles suffisent pour calmer les angoisses? En outre, la marge de manœuvre de la Banque centrale est-elle convenablement limitée? Quelle est la marge de manœuvre de la Banque centrale? Pour la première fois dans l'histoire récente, la vraie solution à la crise financière n'est pas simplement
dans les mains des banquiers, aussi bien privés que centrales. Je passe la parole à Sid Ahmed pour nous faire le point et voir quel est son point de vue comme perspective à venir. Merci Sidou, Sid Ahmed. Merci Setar pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir que je réponds à vos invites pour être parmi vous et vous rencontrer encore davantage. Nous avons des très grands souvenirs ensemble et des occasions très agréables où nous avons construit beaucoup de choses. Je pense que le moment maintenant est un moment crucial. Et j'aimerais aborder un peu la question, n'est-ce pas, de cette pandémie, de ce Covid, en me posant avec vous 3 questions essentielles. La première, est-ce que le Covid va affecter les banques ou non? La réponse est évidente, oui. Et il va être affecté d'ailleurs de manière, je dirais, très forte et peut-être assez exceptionnelle dans l'histoire du système bancaire tunisien. Je pense pour la première fois depuis le souvenir, n'est-ce pas, souvenir d'experts, les banques risquent un peu d'accuser une diminution de leurs produits nets bancaires. Vous savez que le produit net bancaire est formé par 3 sources. La première source, en commençant par le plus facile, c'est les commissions. Or, nos commissions, nous les tirons de l'augmentation de l'activité. Setar avait dit qu'il y a maintenant perspectives évidentes de baisse de PNB. Et cette baisse de PNB implique automatiquement moins d'activité, donc moins d'opérations, donc moins de commissions bancaires. Également, le commerce international, constitue une source importante de commissions, a subi une très grande chute. Les flux d'importation et d'exportation ont baissé dans le premier trimestre de plus de 25%. Et c'est là effectivement de marge en moins pour les banques et des revenus en moins pour les banques. Et les choses risquent de continuer peut-être pour s'atténuer un peu, mais dans toute l'année 2020, nous risquons d'avoir un flux de changes commerciaux largement inférieur à celui qu'on a constaté en 2019. La troisième source de commission qui sont les opérations de paiement. Les opérations de paiement, vous savez que dans le relan de soutien des entreprises et des particuliers principalement, pour les aider à respecter les règles, pas de confinement, les règles, pas disons, des distances sociales, les banques avaient accepté que toutes les opérations de paiement faites par la carte soient réalisées gratuitement. Le retrait, n'est-ce pas, de l'argent de DAB des banques est gratuit. Le paiement fait par les citoyens auprès de commerçants sont gratuits tant que le montant de la transaction ne dépasse pas 100 dinars. Or, les commissions provenant de la monétique entrent en grande partie dans la formation de nos revenus en la matière. Ces 3, n'est-ce pas, composantes essentielles de commissions vont affecter sensiblement cette première rubrique qui, globalement, représente entre 20 et 25% des PNB bancaires. Et les choses, comme je l'avais dit, ne pourraient pas changer radicalement parce que tous les facteurs que j'avais indiqués ne vont pas se renverser. Pour la gratuité de commission, le bancaire s'est engagé pour qu'elles soient les règles jusqu'au mois de septembre ou même, n'est-ce pas, octobre 2019. La deuxième source maintenant de revenus, qui elle également va subir de plein fouet l'effet de Covid, ce sont les opérations financières. Et elles proviennent de 3 sources de revenus. La première source, et la plus importante et de loin, ce sont les revenus de la salle de marché. La salle de marché, n'est-ce pas, gérée par le système bancaire, qui gère un peu de transactions en devises, était assez dynamique durant les années antérieures et avait contribué sensiblement à augmenter un peu le revenu en la matière. Mais tout dernièrement, nous avons constaté, comme je l'avais dit, un ralentissement du flux de change. Il n'y a pas de changes commerciaux, il n'y a pas de flux touristiques. Le transfert des Tunisiens ont été également réduit. Et en voie de conséquence, le volume, n'est-ce pas, traité par la salle de marché a subi une congestion assez importante. Ajoutez à cela le fait que la Banque centrale, dans son souci de veiller sur la stabilité du taux de change, est en train d'accaparer une grande partie de transactions, notamment les très importantes, qui auparavant étaient traitées entre les entreprises et les banques, sont maintenant réalisées par la Banque centrale en exclusion des banques qui, pour leur conséquence, n'ont plus de marge sur ce type d'opération.
La deuxième source des opérations financières, ce sont le dividende relevant de participation. Les banques ont des participations assez importantes dans plusieurs entreprises d'activités économiques les plus diverses. Ces entreprises maintenant ont subi de plein fouet, n'est-ce pas, la chute d'activité et par voie de conséquence, risquent elles-mêmes également de ne pas pouvoir dégager des bénéfices et distribuer des dividendes aux actionnaires que sont les banques en priorité. Donc, cette source de revenus ne va pas évoluer comme auparavant, risque même de chuter. Il y a fort heureusement à ce niveau-là une seule composante qui pourrait générer pour le banque de revenus supplémentaires, c'est le financement des trésors. Le trésor, comme vous le savez, est une situation très difficile, très pénible. Lui également n'est plus en train d'encaisser, n'est-ce pas, les impôts et taxes comme il devrait le faire normalement. Et les banques ont apporté leur soutien au trésor en finançant principalement des emprunts émis en devises pour des montants assez élevés, avoisinant les 1,5 milliard de dinars. Donc, ces financements supplémentaires vont certes générer des intérêts et ça peut être effectivement un élément aussi pour les banques. Mais leur part dans le revenu bancaire n'est pas substantielle et leur poids ne pourrait pas compenser les autres aspects de baisse de revenus. La troisième maintenant composante, qui est la plus importante, qui représente à peu près 40-45% de revenus des banques, c'est la marge d'intérêt. Et la marge d'intérêt, elle constitue éventuellement la planche de salut si nous pouvons effectivement exploiter les opportunités en la matière des manières qui seraient intelligentes. Tout d'abord, la décision de la Banque centrale de ne pas rembourser les échéances principales et intérêts pour les crédits octroyés aux entreprises durant la période, l'échéance venant de la période de mars jusqu'à septembre, et pour les ménages, pour la période venant de mars jusqu'à septembre, pour ceux qui ont revenu inférieurs à 1000 dinars par mois, et de juin, n'est-ce pas, de mars, d'avril à juin, pour ceux qui ont revenu qui dépassent 1 million de dinars, laisse dans le portefeuille de la banque un encours de crédit qui va continuer à être générateur d'intérêts. Et d'ailleurs, les entreprises et les ménages peuvent difficilement rembourser ces crédits-là parce qu'effectivement, le revenu, comme vous le savez, a chuté sensiblement. Mais je pense que l'essentiel maintenant pour les banques, c'est le crédit de soutien. Vous savez que les mécanismes mis en place maintenant par le pouvoir public sont des mécanismes, il faut le dire, il faut le saluer également, des mécanismes qui ont été arrêtés assez rapidement, du moins sur le plan de principe. Les textes d'application prennent du temps, mais n'empêche qu'effectivement des mesures très intéressantes ont été annoncées aux banques et sont au profit des entreprises pour les soutenir dans cette période difficile afin qu'elles retrouvent un peu leur dynamisme, leur situation, n'est-ce pas, leur puissance une fois le Covid terminé. Cela suppose inévitablement à ce que ce soit soutenu pour garder la main-d'œuvre, la force de travail. Cela suppose que ce soit soutenu également pour qu'elles puissent faire face à leurs dépenses incompressibles, énergie, réparation de machines et autres. Et cela suppose à ce qu'effectivement, elles trouveront les banques à leur côté pour effectivement assurer un peu la liquidité nécessaire, assurer un peu le fondement nécessaire pour pouvoir effectivement redémarrer leur activité quand le confinement sera terminé et quand l'activité reprendra. Ces mesures sont intéressantes, certes, mais elles viennent à un moment, n'est-ce pas, où les banques sont de situation, je dirais, qui ne leur pas permet de s'adonner à leur mission de soutien dans des conditions normales. Et là, j'aborde avec vous la deuxième question. Est-ce que les banques sont en mesure de soutenir convenablement les tissus économiques durant cette période difficile? Le débat se lève à ce niveau-là dans un sens fondamental. C'est que nous avons dit que le crédit ne se rembourse pas. Nous avons dit également que l'activité économique ne génère pas de ressources supplémentaires. Donc, forcément, les banques n'ont pas de trésorerie pour pouvoir accompagner cette longue de relance. Et même si elles désiraient de le faire, il faut qu'elles le fassent, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y aurait un soutien. Ce soutien ne peut provenir que de la Banque centrale de Tunisie. Il faudrait effectivement revoir en la matière les règles régissant le refinancement des banques pour leur allouer la trésorerie nécessaire de nature à leur permettre de donner des coups de soutien aux entreprises. La Banque centrale est dans une situation assez particulière. Elle est appelée à faire un soutien exceptionnel. Si elle continue à appliquer ces règles standards de refinancement,
qui veille principalement sur la pureté des collatéraux, nous n'allons pas pouvoir aller très loin. Les règles sont assez strictes et c'est compréhensible. Les bilans des banques, les bilans de la Banque centrale doivent comporter des créances saines. Mais là, il s'agit de financer effectivement des créances qui, malheureusement, sont, qu'on le veut ou non, risquées. Alors, le débat avec la Banque centrale a abouti à un consensus qui me paraît intéressant. Tout d'abord, la Banque centrale a commencé par réduire le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt des marchés de taux d'intérêt de base a été diminué de 1%. C'est une diminution, il faut dire, attendue, parce que nous avons constaté avant le Covid un ralentissement de l'inflation et le soin, le souci, effectivement, de relance de l'activité avait d'ailleurs planifié au niveau de l'autorité monétaire est-ce qu'il y aurait un desserrement de taux d'intérêt de manière progressive. Donc, cette baisse d'1 point du taux directeur est venue au moment opportun parce qu'elle a coïncidé avec le Covid, bien que son fondement théorique n'était pas le Covid, mais surtout cette éclaircie apparaissant au niveau de l'inflation. Là, certains demandent, certains économistes, je le comprends, demandent que cette baisse soit encore plus importante, soit de 2-3%, pourquoi pas, pour alléger un peu la charge financière sur les entreprises. Moi, je comprends ce souci-là, je comprends cette demande-là, mais je m'inscris, n'est-ce pas, en faux contre toute tentative de baisse plus importante de taux d'intérêt. Pour les raisons très simples, c'est que le problème actuel des entreprises, c'est certes c'est un problème de maîtrise de charges financières, mais avant tout, c'est un problème de liquidité. Et quand on dit liquidité à chercher à la Banque centrale, ça va inévitablement se traduire par une augmentation du volume de refinancement. Donc, ça va se traduire par des risques inflationnistes. Et connaissant plus que l'offre est plus ou moins à l'arrêt pour plusieurs types de produits, donc la baisse conjoncturelle de l'inflation risque de ne pas perdurer. Nous risquons d'observer une reprise de l'augmentation des prix, chose d'ailleurs qui a été constatée durant le mois d'avril, parce que l'inflation a repris et elle est maintenant au-dessus de 6%. Donc, je considère qu'il vaut mieux la prudence en la matière et la Banque centrale conservera un instrument très précieux qu'elle pourra utiliser quand le gouvernement va lancer, et il va le faire, un plan de relance de l'activité économique quand les choses se stabiliseront. Et là, effectivement, la Banque centrale pourrait aider par une baisse qui vient à point nommé, c'est pas du taux d'intérêt, pour effectivement inciter les entreprises à investir. Mais actuellement, c'est pas l'investissement qui est sollicité parce qu'on peut pas le faire, c'est plutôt la stabilisation, donc la liquidité. Alors, je reviens maintenant à la liquidité. La liquidité, fort heureusement, la Banque centrale a compris très vite qu'elle ne peut pas mettre les mêmes garde-fous en termes de contrôle du financement des banques. Le gouverneur de la Banque centrale avait annoncé à un certain moment qu'il est disposé à injecter 10 milliards de dinars supplémentaires sur le marché pour aider les banques à financer l'économie. Et il est fait avec des risques calculés. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y a 2 années à peu près, le niveau de refinancement était de 17 milliards de dinars. C'était inquiétant, compte tenu de la masse, n'est-ce pas, de crédit, compte tenu de la liquidité dont a besoin l'économie, compte tenu de la croissance du PIB également. Avec des actions qui sont peut-être bien ficelées, dont l'augmentation de taux d'intérêt, et donc principalement, quelque chose que je vais revenir par la suite, le plafonnement, c'est pas de l'encours de crédit à un pourcentage de dépôt, la Banque centrale a réussi à ramener le refinancement à l'équivalent de 12-11 milliards de dinars. Donc, nous avons à peu près une potentialité de financement supplémentaire de 6-7 milliards de dinars qui ne risque pas de provoquer un dérapage parce qu'elle fait revenir l'économie tunisienne et les banques et situations que nous avons vécues auparavant. Donc, en 2010, il y a ça salutaire pour permettre aux banques de relancer leurs activités. Donc, c'est un point très, très important qui, je pense, sera annoncé prochainement par la Banque centrale qui va accepter, chose exceptionnelle, est-ce qu'elle refinance tous les crédits de soutien indépendamment de leur nature. Vous savez que le refinancement, normalement, ne concerne que les créances saines, orientées vers des secteurs productifs, comme l'exportation, comme l'agriculture, comme l'industrie et autres. Maintenant, la ligne des crédits de soutien qui sont donnés par les banques, c'est la refinancement, quels que soient les secteurs financiers, promotion immobilière, commerce, peu importe, la Banque centrale accepterait tout effort de soutien, disons, sans regarder l'entreprise. Mieux encore, la Banque centrale va accepter à ce qu'elle refinance des créances données aux entreprises classées. Vous savez que d'habitude, ne sont risquantables que les crédits donnés aux entreprises classées 0. Donc, les entreprises les plus saines et qui ont le risque le plus maîtrisé, qui sont la notation la plus sérieuse, la plus intéressante. Désormais, le refinancement est ouvert
aux créances classées 0, classées 1, classées 2 et classées 3. Ce qui, effectivement, va permettre, disons, aux banques de jouer leur rôle plus efficacement. Et également, troisième mesure intéressante, j'avais parlé d'un ratio qui plafonnait les crédits bancaires. Si ce ratio reste comme elle est, même d'après ces facilités, nous n'allons pas pouvoir augmenter l'encours. Toute augmentation d'encours sera sanctionnée, surtout que les banques ont maintenant un ratio effectif, la plupart d'entre elles du moins, qui dépasse le ratio attendu objectif de 120%. La plupart des banques ont un montant de crédit qui dépasse 120% de dépôt. Donc, ils n'ont pas de marge pour donner des crédits supplémentaires. Fort heureusement, la Banque centrale a accepté, parce que dans le numérateur de ces ratios, dans l'encours des crédits, elle retranche les crédits de soutien, donc ils sont donnés au-delà de ces ratios, et elle retranche également des échéances en crédit principal qui ont été rééchelonnées, donc mobilisées, ce qui donne à la banque, aux banques, de possibilités nouvelles, sans restriction de financement des entreprises. Donc, avec tous ces mécanismes, nous pouvons dire que réellement, la compréhension, n'est-ce pas, de ces des banques a été positive et que les banques ont maintenant les soutiens nécessaires de liquidité. Elles ne peuvent pas prétendre, n'est-ce pas, d'un manque de liquidité pour ne pas jouer leur rôle convenablement. Et il dirait encore, il est dans leur intérêt de jouer leur rôle parce que c'est le seul moyen maintenant d'augmenter le revenu et de renflouer leurs produits bancaires. Mais reste un problème. C'est que ce type de crédits de soutien sont donnés dans des conditions difficiles, sont donnés sans se baser sur des règles d'analyse financière orthodoxes. Nous n'avons pas de trésorerie prévisionnelle. Personne ne peut la citer et la préparer maintenant. Nous n'avons pas une évaluation de risque plus ou moins professionnelle. Donc, c'est peut-être, je dirais pas une aventure, mais c'est un risque exagéré pris par les banques. Et les banques ont besoin, pour cela, d'être soutenues, d'être garanties. Vous savez, il ne faut pas, et c'est très dangereux, que le risque supporté par l'économie tunisienne maintenant se transfère sur les banques. Le banque est un acteur qu'il faut chercher également à soutenir et à sauver, comme n'importe quelle entreprise. Je dirais même plus que d'autres entreprises. Parce que si les banques iraient à tomber, si les banques faillent à leur mission, c'est toute l'économie qui ne sera pas financée et c'est tout l'échafaudage qu'on a mis en place qui va tomber. Donc, partout dans le monde d'ailleurs, quand on appelle les banques à soutenir les entreprises en situation de crise, le pouvoir public apporte une garantie, apporte des cautions pour sécuriser les banques et pour ne pas affecter outre mesure leur solidité financière. Et en Tunisie, le gouvernement a accepté de créer un mécanisme de garantie d'1,5 milliard de dinars qui va pouvoir garantir les banques pour tous les crédits de soutien qu'elles vont donner aux entreprises. C'est un mécanisme qui est maintenant en fonctionnement. Nous allons signer prochainement la convention avec la Soutigar, l'organe qui était chargé de gérer les mécanismes et qui a été fait avec, faut dire, un peu de souplesse parce que il est prévu que la banque elle-même gère la garantie, donc il n'y aura pas d'accord préalable de cet égard. C'est la banque elle-même qui décide d'affecter les crédits de soutien à une garantie, d'affecter au crédit de soutien à une garantie appropriée. La garantie couvre 90% des crédits pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dinars, couvre 80% des crédits pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires entre 1 et 3 millions de dinars, et couvre 70% des crédits pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse 3 millions de dinars. Certes, il y a des secteurs qui sont exclus, les secteurs, disons, du pétrole, le secteur des opérateurs téléphoniques, le secteur de la promotion immobilière, le secteur, n'est-ce pas, des entreprises qui vendent des produits de marque. Ce sont des restrictions qui sont, à mon avis, regrettables parce que tout le secteur doit être traité de la même manière, mais c'est la philosophie de l'État tunisien qui considère que ces secteurs-là sont des secteurs de rente et qui n'ont pas besoin de soutien, mais le fait est là. Nous le regrettons, mais malheureusement, nous ne pouvons qu'accepter. Également, et l'autre limitation, c'est que le montant de crédit garanti est dans la limite de 1 million de dinars. Or, pour certaines entreprises assez intéressantes et qui constituent un peu un socle de développement de l'économie, les besoins dépassent les 1 million de dinars, donc les banques vont pouvoir effectivement supporter ce risque-là. Également, et l'autre mesure regrettable, c'est que le texte prévoit un plafonnement de taux d'intérêt pour que les crédits soient garantis par ce égard, pour que l'intérêt ne dépasse pas TMM plus 1,75. Nous ne comprenons pas pourquoi le pouvoir, n'est-ce pas, réglementaire entre dans le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est un instrument d'équilibrage des marchés des fonds prêtables, des offres et de demande des capitaux. C'est un instrument qui dépend des négociations qui vont se faire entre les banques et son client, en fonction des risques
du client, en fonction des relations des clients avec la banque, en fonction de plusieurs facteurs qui sont objectifs. Et le fait, n'est-ce pas, d'arrêter de taux d'intérêt, c'est une déviation dangereuse, c'est un retour à un comportement ancien qui était en vigueur dans les années 70. Nous avons quitté, nous croyons que nous l'avons quitté définitivement, mais malheureusement, ce comportement de notre âge reviennent, éternise un peu la nature moderne des mesures indiquées. Mais nous avons faire avec et nous avons pouvoir profiter de cette garantie, même pas comme nous le souhaitons, mais au moins ça apportera un réconfort pour la banque. Ce qui est très important, les banques sont conscientes également que les risques qu'elles vont supporter devient important par le fait même qu'il y a effectivement cet effet caudif, c'est l'activité économique. La Banque centrale a fait les choses avec un peu d'intelligence. Elle avait décidé que tous les crédits qui font l'objet d'un réchelonnement gardent la classe des risques qu'elle avait au 31/12/2019. Elle a considéré que le réchelonnement correspond à un règlement. Donc, il n'y a pas une aggravation de la classe. Bien que les risques soient aggravés, les classes ne vont pas être aggravées. Donc, les banques vont être exonérées d'une provision supplémentaire qui serait constituée s'il n'avait pas cette mesure. Et les banques également vont pouvoir intégrer le revenu des crédits mobilisés dans leur revenu bancaire. Donc, ça va augmenter le produit net bancaire. C'est quelque chose de salutaire et je pense c'est ce qui a été fait partout, n'est-ce pas, partout dans le monde. Mais nous sommes conscients, malgré cette couverture d'ordre un peu comptable et des entités, n'est-ce pas, professionnelles, notre risque est un peu exagéré et nous considérons que nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de renforcer un peu nos provisions et de renforcer nos fonds propres pour être à l'abri d'une aggravation des risques. D'ailleurs, la Banque centrale a décidé, nous sommes d'accord, a décidé que le banque ne distribue pas des dividendes pour l'année 2019, pour l'année 2020, pour le compte exécutif 2019. Les dividendes vont être constitués en complément et en renforcement, n'est-ce pas, des fonds propres, donc en augmentation de la source de capital. Et également, nous attendons ce que la Banque centrale prévoit une provision non pas affectée aux créances, mais une provision collective qui devrait effectivement être constituée pour couvrir ces risques supplémentaires. Donc, nous sommes prêts et nous avons à l'œil la nécessité de consolider notre situation financière, même si cela nous amènerait à réduire sensiblement nos bénéfices pour effectivement faire face à cette obligation d'approvisionnement supplémentaire. Abordons maintenant la troisième question qui est fondamentale. Les banques sont-elles prêtes pour l'après-Covid? Quid de l'après-Covid? Là, je dirais que, fort heureusement, les réformes importantes faites dans le système bancaire, que peut-être certains ne l'apprécient pas à leur juste valeur, qui a été entamée il y a maintenant 2 ou 3 années, ont préparé les banques à une situation de relance. Et il y a avant tout, si vous permettez, des enseignements à tirer de ce Covid, parce que ce sera malheureux si, après la fin du Covid, nous retrouvons de comportements anciens et on fait comme si rien n'était. Il y a des enseignements à tirer pour qu'effectivement, nous capitalisons sur ce Covid et nous essayons un peu de faire de la crise des opportunités sérieuses. J'ai avec vous, si vous permettez, quatre recommandations ou 4 conclusions fondamentales avant d'aborder par la suite et conclure avec le rôle des banques en la matière. Le Covid nous a appris tout d'abord que l'État dans sa force majestueuse et régalienne, doit retrouver son positionnement comme un acteur fort, comme un acteur solide, comme un acteur décideur, comme un acteur présent. Et c'est quelque chose que nous devrons, n'est-ce pas, consacrer de manière permanente. Ma crainte est que dès que la période des décrets-lois qui dure 2 années, c'est pas que donne au Premier ministre, au chef de gouvernement, un pouvoir exceptionnel d'urgence pour faire avancer les choses, nous allons retomber dans la situation des gestions gouvernementales anciennes et nous allons retomber dans les conflits que vous connaissez entre les 3 têtes, n'est-ce pas, du système de gouvernement tunisien et les blocages vont continuer. Nous avons retombé dans une situation d'attentisme et d'isolement qui n'a pas permis à ce que de réformes sérieuses s'engagent et il est maintenant temps de les engager. Malheureusement, on n'a pas saisi le Covid pour le faire. Le Covid, c'était une occasion pour passer toutes les réformes parce qu'elle s'expliquerait plus facilement
avec la population, les organes nationaux. Maintenant, les choses vont se rétablir et il faudrait effectivement revenir à des comportements qui sont peut-être tout sauf efficaces. Comment faire maintenant pour que le rôle de l'État qui a été ressenti, l'État, il faut dire qu'il a pris des mesures rapides, il a soutenu à peu près 1 million de Tunisiens qui sont dans un seuil de pauvreté, n'est-ce pas, assez critique. Comment faire pour que ce rôle-là continue après le Covid? Comment changer en quelque sorte le système de gouvernement, changer un peu l'équilibrage des pouvoirs entre Parlement, présidence et gouvernement pour que nous puissions effectivement compter encore sur un État fort, un État puissant, un État qui soit effectivement crédible et serein. La deuxième chose, le Covid a montré qu'ils sont le pays qui avait utilisé la technologie à outrance, qui ont réussi à s'en sortir avec le minimum de dégâts. Nous avons parlé, ou nous parlons toujours, n'est-ce pas, de cette technologie de l'information. Nous avons parlé de la digitalisation de l'administration, digitalisation des banques, des entreprises, mais ce n'est que de la parlotte. On a fait très peu d'évolution. Le Covid a montré maintenant que c'était un manque énorme qui parfois a provoqué des risques très graves parce que nous avons continué à traiter des opérations manuellement alors que maintenant toute la planète est en train de les digitaliser. Il faudrait donc contenir cette prise de conscience et la renforcer et la consolider pour faire de la digitalisation un mot vecteur fondamental de réforme économique. Et en termes de digitalisation, il ne faut pas faire des réformes de rupture. Ce sont des réformes qui doivent s'imposer. J'ai en tête toujours une expérience en Tunisie qui a réussi à merveille. Le ministère de l'Éducation avait décidé d'introduire l'inscription des élèves et des lycéens par voie digitale. C'était volontaire. Il avait à peu près quelque chose comme 13 000 inscrits. L'année dernière, il a décidé que ce soit obligatoire, que le seul moyen d'inscrire les élèves de l'enseignement primaire et secondaire également est la voie digitale. Et les gens lui ont dit, mais c'est pas normal, vous pouvez la poser, les gens ne sont pas prêts. Elle a tenu bon. Quelle a été la conséquence? Presque 800 000 élèves ont été inscrits par la voie digitale. Et maintenant, 800 000, ça veut dire au moins 3 millions d'habitants savent que ça veut dire Internet, savent que ça veut dire pas paiement par inscription par Internet, par portable et autres. Donc, nous devrons faire un plan avec un timing précis pour que la digitalisation soit la règle et profiter de cette acceptation, de cette manière de faire les choses qui a été dit au Covid et qui a été essayé entre autres par les banques et qui a réussi. Le troisième enseignement qui est très important, c'est que les banques centrales ont une responsabilité fondamentale. Certains limitent le rôle de banque centrale à une lutte contre l'inflation. C'est vrai, c'est leur mission fondamentale et essentielle. Mais également, ils ont la responsabilité d'assurer la liquidité de l'économie. La Banque centrale est le prêteur des derniers ressorts. Elle ne peut pas laisser l'économie sans un dernier dinar nécessaire pour équilibrer. Maintenant, toute l'ingéniosité est là. Comment prêter cet argent-là nécessaire pour tout d'abord stabiliser, soutenir, développer, relancer, sans pour autant provoquer des réactions inflationnistes non maîtrisables ou dépassant les objectifs atteints. Donc, l'ingéniosité, elle est là et je pense que nous avons commencé à apprendre, n'est-ce pas, en la matière et c'est une expérience très riche qu'il faudrait effectivement garder à l'esprit. Il ne faut pas avoir des garde-fous, avoir des lignes rouges. Il faudrait s'attaquer, n'est-ce pas, aux problèmes, tout d'abord, d'équilibre, n'est-ce pas, économique, de liquidité nécessaire. Et là, entre en jeu un élément essentiel. Vous savez que l'essentiel de la liquidité qui est injectée par la Banque centrale, ce ne sont pas les banques qui en profitent. Ce sont des liquidités qui sont déviées de manière rapide vers le marché parallèle. Ce marché parallèle, nous devrons lui trouver une solution pour que la liquidité reste dans les banques et soit utilisée pour financer les activités bancaires productives, crédibles et rentables. Et là, des réformes s'imposent. Le marché parallèle, il ne faut pas le prendre comme étant un marché ennemi. Non, il faut le prendre comme étant une opportunité. Voir pourquoi des agents économiques s'adonnent à des activités informelles. Je ne parle pas de criminels, de ceux qui font éventuellement des opérations légales. Mais il y a plusieurs citoyens qui ne veulent pas avoir des relations d'administration, qui ne veulent pas pratiquer, n'est-ce pas, des procédures organisées. C'est parce que les impôts sont très élevés, peut-être. C'est parce que l'administration est très complexe, incompréhensible. Donc, il faut créer des canaux de confiance entre le citoyen et l'administration et les ramener progressivement vers le marché organisé, rendre
le marché organisé séduisant pour ces gens-là, est possible de le faire. Et l'inclusion financière, et là j'entre avec vous dans le rôle de banque, l'inclusion financière est un des instruments en la matière. Vous savez que 40% des Tunisiens n'ont pas de compte bancaire ni postal. C'est un drame, c'est un scandale. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devrons faire tout pour que ces Tunisiens-là aient leur compte bancaire et postal et le moyen pour pouvoir effectivement s'intégrer dans l'économie moderne. Et nous devrons inventer pour eux des instruments de paiement modernes, pas le billet de banque, pas le chèque. Ils devront développer des paiements par portable, qui est maintenant la règle partout dans le monde et principalement en Afrique. La reconnaissance faciale également, qui est la règle maintenant en Chine et qui va se développer partout. Donc là, il y a une technologie que nous devrons asservir pour l'inclusion financière qui doit être un objectif fondamental pour contribuer avec d'autres mesures, mais pas le moment de le dire, mais d'autres mesures pour contribuer à réduire le marché informel et faire que toute l'économie fonctionne avec des normes organisées, que la liquidité reste dans le giron organisé par les politiques monétaires. Ça, c'est un élément également très important que je voudrais avec vous. Alors, le quatrième et dernier enseignement que je tire, c'est que le Covid nous a montré que nous, on s'est perdu parfois dans des élucubrations inutiles. On a perdu l'essentiel. L'essentiel, ce sont les services et les produits qui permettent aux citoyens d'assurer sa survie. Nous devrons revenir à des fondamentaux essentiels, oublier pas, les aspects de spéculation et d'autres, revenir à développer les secteurs de base, les secteurs énergétiques, pour que, effectivement, le citoyen puisse trouver l'énergie nécessaire pour se développer. Il n'est pas normal que la Tunisie continue à accuser un déficit budgétaire énorme, que plus que la moitié du déficit commercial provient de l'importation d'énergie, que l'indépendance énergétique qui est réalisée les années 70-80, maintenant c'est l'heure, elle n'est même pas de 20%, n'est-ce pas, de nos besoins. Il n'est pas normal que l'agriculture, l'alimentation des populations, dont le Covid, vous lancez des appels d'offres pour acheter des céréales, vous ne trouvez pas. Parce que les gens, le pays réserve ça pour leur population. Vous lancez des achats pour des produits, n'est-ce pas, nécessaires pour l'alimentation, et c'est malheureusement difficile de pouvoir s'en sortir, même si vous payez les prix forts. Il faudrait que l'agriculture retrouve, n'est-ce pas, sa place, non pas avec une approche traditionnaliste basée sur un soutien du monde rural, non, et l'agriculture technologique, moderne, utilisant, n'est-ce pas, les instruments les plus développés. En Amérique, en Californie, par exemple, l'agriculture, avec l'agritech, est l'un des principaux secteurs utilisant les technologies nouvelles de l'information. C'est possible en Tunisie, nous pouvons avec cela augmenter le rendement, augmenter la production et nourrir mieux, c'est pas, nos Tunisiens, et développer, c'est pas, notre autonomie alimentaire. La santé, et vous avez vu l'état de nos hôpitaux, la santé n'est plus assurée pour les Tunisiens. Si elle est privée, elle est chère. Si elle est publique, elle est malheureusement, elles sont à désirer. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'équipement et autres. Donc, il faut revenir à cela. L'éducation, vous connaissez mieux que moi en tant que professeur l'état de l'éducation en Tunisie. Donc, je suggère à ce qu'on fasse une pause, à ce qu'on ne disperse pas, à ce qu'on s'occupe de l'essentiel et on mette en place de nouvelles bases, c'est pas fondamental, qui sécurisent notre population, qui lui permettent de se développer d'une manière sereine, d'une manière qui garantit la pérennité du développement. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que les banques ont une grande responsabilité parce que c'est elles qui vont financer tout cet effort. Et les banques, il faut dire, sont conscientes de ces défis. Conscientes des défis, comme vous l'avez expliqué, de l'inclusion financière. Et nous avons des plans d'action très précis en la matière et nous allons peut-être les annoncer au fur et à mesure pour qu'effectivement, le paiement par portable soit les règles en Tunisie, que nous devrons peut-être quitter progressivement le paiement par billet de banque, le décaching, le fameux programme de décaching. Mais là, nous avons besoin des mesures gouvernementales. Le gouvernement commence maintenant à comprendre qu'il doit oser en la matière et j'espère ensemble, nous allons peut-être annoncer un plan de décaching et de digitalisation des banques de plus en plus important. Deuxièmement, nous avons notre mission de financer la PME. La PME est le socle de l'économie tunisienne. Et la PME, malheureusement, est très mal financée. Et le problème, si nous approfondissons les choses, c'est pas l'absence de ressources. Nous avons des ressources. Mais le problème, c'est un problème d'accompagnement. L'entreprise est très mal accompagnée. Vous savez, le taux de mortalité de la PME en Tunisie est de 80%. 80% d'entreprises meurent lamentablement 3 années après leur création en plus. Pourquoi elles meurent?
C'est pas parce qu'elles sont mal gérées, c'est pas parce qu'il y a des fraudes ou autres, non. C'est parce qu'effectivement, elles ne sont pas accompagnées. Le promoteur n'a pas à côté de lui le soutien nécessaire, tout d'abord, pour étudier son projet. La plupart des dossiers d'études de projets que nous recevons chez nos banques sont rejetés dès le départ parce qu'ils ne correspondent pas aux standards d'études bancaires. Il faudrait donc soutenir le promoteur pour présenter un dossier acceptable. La création, la plupart des chefs d'entreprise ne savent pas ce que ça veut dire la bonne gouvernance. Ça veut dire créer une entreprise avec un conseil qui fonctionne, avec des comités d'audit, avec des structures d'études de revenus, d'études de prix et autres. Donc, il faudrait qu'il y aurait des experts qui le soutiennent, qui les appuient. Également, la survie d'entreprise. L'entreprise, c'est un bébé. Elle a besoin d'être encadrée durant les premières années pour traiter ces problèmes qui sont complexes et énormes, avec les fiscs, avec la CLSS, avec le fournisseur, avec les clients, avec les banques, avec l'assurance. Donc, l'entreprise est livrée à elle-même. Et il faudrait, et nous insistons pour cela, que tout mécanisme de soutien de la PME en Tunisie comporte un volet très important d'accompagnement parallèlement au volet de financement qu'il faut renforcer et au volet des garanties également qu'il faut renforcer. Fort heureusement, la Banque des régions, qui tarde à venir, elle a été annoncée depuis maintenant 3 ans, mais on ne la voit pas, a prévu dans ce statut à ce qu'elle crée une structure d'accompagnement, mais là, j'attire l'attention. Si l'accompagnement va être fait par des structures publiques, ça sera une perte sèche. Il faut que l'accompagnement soit fait par des structures privées. Il faut que les structures privées soient rémunérées en fonction des résultats qu'ils vont montrer dans la politique d'entreprise. Il faut les impliquer dans un engagement personnel et direct pour que l'entreprise puisse dépasser tous les handicaps qu'elle va rencontrer et puisse survivre et se développer. Si nous créons un système semblable d'intéressement aux conseillers privés, sur le développement au niveau régional, nous pouvons effectivement espérer que la PME pourrait effectivement jouer son rôle d'une manière plus importante comme catalyseur d'équilibre régional, de création de l'emploi, d'exportation et autres. Nous avons également une responsabilité. Moi, j'avais dit qu'il faudrait le digitaliser, mais là, on ne peut pas le faire sans les startups. Comment allons-nous aider les startups? Le métier de la banque, c'est un métier particulier. Nous avons appris, et c'est quelque chose à changer, que nos systèmes de garantie sont des systèmes physiques, c'est matériel. Nous ne savons pas encore prendre comme garantie l'immatériel. Or, que dit start-up, dit matériel automatiquement. Nous faisons des activités qui ont des revenus réguliers. C'est le concept même d'un tableau d'amortissement avec des échéances régulières. Voilà, vous ne pouvez pas faire d'amortissement. Vous investissez et un beau jour, vous avez le gros lot parce que le projet a réussi. Donc, il faudrait que les banques innovent de nouvelles méthodes de financement, créent maintenant de fonds d'investissement appropriés, créent des SICAV, se développent par des garanties qui couvrent un peu effectivement l'attente du temps, trouvent des ressources qui leur permettent de ne pas demander une rémunération régulière temporelle. Donc là également, c'est un grand défi parce que sans le soutien financier, le start-up ne peut pas aller très loin. Nous avons également une responsabilité qui va être maintenant une obligation fondamentale. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a compris parce qu'il a fait sortir dernièrement le texte d'application de partenariat public-privé. Le gouvernement, le Trésor n'a plus de moyens pour investir. Et d'ailleurs, nous parlons, scandale, d'arrêter tout investissement public. Imaginez le pays sans investissement public. Comment nous allons pouvoir créer un développement s'il n'y a pas d'investissement dans les autoroutes, dans les routes, dans les barrages, dans les aéroports, dans la formation et autres? C'est un drame que d'arrêter l'investissement public. Mais l'État dit, moi, j'ai pas de moyens. Toutes mes ressources sont pour le frais de fonctionnement. C'est là où entre en jeu le partenariat public et privé. C'est là où entre en jeu le rôle des banques pour tout d'abord développer, n'est-ce pas, des collaborations intenses avec les hommes d'affaires tunisiens pour que le partenariat ne soit pas au profit uniquement des étrangers et développer également des ressources adaptées, langues, n'est-ce pas, qui effectivement permettent aux Tunisiens de pouvoir souscrire à ces projets publics et privés de manière sécurisante pour elles, pour les banques et pour le gouvernement. Il y a également d'autres défis, n'est-ce pas, que touche le système bancaire en tant que tel. Je pense qu'il est maintenant venu le temps de voir la taille des banques. Nous avons à peu près 25 banques en Tunisie, mais elles sont toutes de petite taille. Aucune banque s'inscrit parmi peut-être 50 premières banques en Afrique. Je ne parle pas du monde. Hein. Avec cette taille-là, nous ne pouvons pas aller très loin. Nous ne pouvons pas accompagner l'entreprise tunisienne dans son désir d'aller en Afrique, d'aller ailleurs, développer des marchés nouveaux, faire la conquête, c'est pas, de contrées nouvelles. Et la taille est un élément indispensable
Je ne dis pas que toutes les banques doivent être importantes. Non, nous avons besoin de grands patrons, de grands géants de l'espace bancaire tunisien qui vont jouer un rôle et avec les autres qui peuvent continuer à l'assumer de manière qui sera plus locale, qui sera effectivement plus ciblée par secteur, par branche ou autre. Donc, la question de la taille est une question qui est très, très, très importante. Et je termine, si vous permettez, avec quelque chose qui va s'imposer à nous. Un des bienfaits du Covid, et l'un des bienfaits, il faut le dire, hein, c'est le fait qu'il a rendu la planète plus propre. Le fait qu'il n'y a pas de voiture, pas de circulation, l'usine ne travaille pas. Hein? Donc, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Le citoyen du monde vit dans un environnement meilleur. Et je pense que le citoyen ne va pas renoncer à ce confort. Demain, quand les choses reviennent, il faut qu'elles reviennent différemment. La voiture électrique va remplacer la voiture diesel et essence, et j'en passe et j'en passe. Et vous savez que partout dans le monde, les ONG disent que si nous sommes en train de retard dans l'application des objectifs de la diminution des gaz à effet de serre, c'est la faute des banques. Ils disent d'ailleurs, il vaut mieux la banquise que le banquier, parce que la banquise disparaît, comme vous le savez, suite aux problèmes climatiques que vous connaissez. Et c'est la faute des banques qui financent n'importe quoi, qui financent des entreprises polluantes, qui ne font pas très attention de l'effet, n'est-ce pas, de leurs interventions sur l'environnement. C'est l'équilibre social. C'est une responsabilité que nous comprenons très très bien, et nous sommes décidés également à assumer notre mission en la matière. Et nous devrons mettre en place des mécanismes très crédibles. Des mécanismes, c'est pas de la parlotte, n'est-ce pas, des mécanismes décisionnels pour qu'effectivement notre intervention soit désormais plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse du développement durable, plus respectueuse, n'est-ce pas, des différents objectifs qu'a fixé les Nations Unies pour une planète meilleure, une planète, disons, plus agréable à vivre. Et vous savez, j'ai dit toujours à mes collaborateurs, il ne faut pas considérer que l'intégration des soucis de l'environnement comme étant cause supplémentaire. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une précaution. Imaginez que vous financez un projet polluant. Les ONG, fort heureusement, sont dynamiques. Ils peuvent à tout moment faire des actions de toute nature, de contestation, et bloquer ce projet-là. Donc, ils peuvent l'arrêter. Il y a eu des cas semblables. Il y a des projets qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient considérés comme polluants. Donc, vous n'allez pas pouvoir récupérer les financements que vous avez donnés. Ne parlons pas des intérêts. Donc, vous avez fait un choix risqué parce que vous n'avez pas intégré dans la décision les impératifs d'environnement. Fort heureusement, c'est quelque chose qui fonctionne maintenant avec une maturité progressive et nous allons pouvoir l'intégrer dans nos plans d'action dans l'avenir. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est pas les différentes contraintes des banques et voilà l'effort qui a été fait par la banque pour être présente. Et soyez sûrs, je termine avec ça, que les banques seront à côté de l'entreprise, à côté du citoyen. Je vais vous donner un exemple très, 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 très précis. Après la révolution de 2011, la situation était tellement floue que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner normalement. C'était une question où les gens n'étaient même pas en sécurité. Donc, on ne peut pas décemment parler de continuer à financer. Partout dans le monde, quand il y a un environnement qui n'est pas clair, suspicieux, qui le risque n'est pas bien maîtrisé, il y a effectivement ce qu'on appelle des crédits crunch. La banque commence à réduire le montant de l'encours de crédit. En Tunisie, on a constaté le phénomène inverse. Durant 4 années, de 2011 à 2014, l'encours des crédits, je dis bien l'encours des crédits, donné aux entreprises et aux particuliers a augmenté chaque année d'un taux minimum de 13%. C'est dire que la banque était intégrée dans l'économie tunisienne, avait joué le jeu malgré tous les risques que vous connaissez, parce que nous considérons que la priorité pour nous est de soutenir les entreprises, veiller au bon financement de l'économie, et c'est ce que nous allons faire après le Covid, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Merci. Ahmed, j'aurais 2 questions fondamentales. Après ce brillant exposé, c'est normal parce que vous maîtrisez parfaitement l'environnement économique national et international et tout l'outil bancaire. Est-ce que vous pouvez nous dire, à votre avis, quelles seraient comment dirais-je, les lignes de relance
les lignes Ligne. du plan de relance du gouvernement. Parce que je sais, je tiens pour certains que vous avez été mis à contribution, on vous a appelé, on vous a demandé qu'est-ce que vous pensez, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, quelles sont les grandes lignes du plan de relance à venir? Franchement, j'ai pas réellement une connaissance parfaite, n'est-ce pas, de ce plan de relance. Absolument. Oui. Ah, d'accord, j'ai pas. Malheureusement, parce que c'est quelque chose qui change au jour le jour, vous savez, au gré de l'évolution de Covid, les priorités changent, se développent. Mais je pense, personnellement, ce plan de relance, si nous voulons le faire scientifiquement et rationnellement, nous devrons régler, et c'est impératif, dans un plan d'ajustement structurel, les désépines qui bloquent le développement de l'économie tunisienne. Ce sont les deux grands déficits, le déficit budgétaire et le déficit extérieur. Nous ne pouvons pas faire une relance si on n'a pas réglé les questions fondamentales qui bloquent le développement du budget de l'État. Les salaires excessifs, c'est une réalité, il faut le dire. Je sais bien que le syndicat peut être à notre avis, mais c'est un fait. C'est un fait que nous avons à peu près une masse salariale qui dépasse 17% du PIB, un des taux les plus élevés au monde, c'est quelque chose qui est inadmissible. Régler également les questions de la caisse de compensation, quand on sait que l'essentiel de la compensation va à des personnes autres que celles qui devraient en profiter. La compensation indemnise la consommation, pas le revenu. Vous voyez, quand on sait également, et là c'est très important, excusez-moi, que les entreprises publiques, c'est un gouffre pour l'État, 3 ou 4 milliards de dinars de pertes chaque année sur le budget d'État si on ne s'attelle pas à régler ces trois questions fondamentales pour assainir le budget de l'État. Nous ne pouvons pas concevoir un plan de relance, n'est-ce pas, qui soit crédible et qui soit pérenne, qui produise ses effets. Donc, il faudrait, avant de faire la relance, opter pour un plan d'ajustement réglant, n'est-ce pas, ces problèmes fondamentaux et, chemin faisant, construire progressivement les actions de relance qui sont d'ailleurs de nature assez évidente. Nous ne pouvons plus continuer à considérer la privatisation comme un tabou. La privatisation, c'est une solution économique. Ça n'a absolument rien à voir de démagogique. Il s'agit de rationalité. C'est un problème de rationalité. Voilà, exactement. Pas plus, pas autre chose. Et l'histoire de la Tunisie nous a montré que beaucoup d'entreprises privatisées se comportent maintenant largement mieux quand elles étaient publiques. Elles recrutent des personnels, elles contribuent au budget de l'État par les impôts et bénéfices qu'auparavant elles pompaient de l'État. Donc, il faudrait... Se développe aussi. Hein? Le deuxième se développe. Voilà, exactement. Et j'en passe. Le deuxième déficit maintenant, le déficit extérieur. Ça, c'est quelque chose que nous devrons, je pense, parce que le problème de la Tunisie, si nous avons été colonisés à un certain moment, c'est parce que nous avions précisément un problème de déficit extérieur. Nous n'avons pas été en mesure de faire face à nos engagements extérieurs. Et c'est quelque chose qui peut arriver si nous ne réduisons pas nos déficits. Le déficit de la balance commerciale, qui provient de deux choses. Provient premièrement du déficit énergétique, alors que nous avons la capacité de développer l'énergie solaire. Vous voyez, la Tunisie, c'est un pays plein de soleil, et ça peut monter très vite. Vous savez que la technologie pour le soleil, c'est une technologie qui est maintenant rentable, parce qu'il y a une réduction de coûts de production très importante, et c'est une technologie qui peut se mettre en place assez rapidement. Le pétrole, nous avons des gisements qui ne sont pas exploités pour des problèmes qu'il faut régler à l'échelle locale et autres, également les mines et autres. Vous voyez, donc il faudrait s'y atteler sérieusement pour retrouver progressivement un pays qui soit exploitateur net de produits énergétiques, et nous pouvons le faire. Et là, ça va avoir des effets positifs à tous les niveaux. Le coût de facteur pour les entreprises, le coût de l'électricité, c'est pas le budget et autres. Donc, et cela également suppose que nous devrons quitter les sentiers battus et accepter qu'il y a maintenant de nouvelles opportunités d'exportation. Nous ne restons pas esclaves d'un process industriel ou agricole. Il faut innover. Vous savez que la santé, par exemple, peut être un vecteur d'exportation énorme pour la Tunisie. Nous avons des capacités d'offres merveilleuses. Les médecins tunisiens sont connus, parmi les meilleurs au monde. Les cliniques privées de Tunisie sont
établis et gérés convenablement. Il y a des malades européens, africains, arabes, qui n'ont pas ce service de santé chez eux, qui attendent jusqu'à 3-4 années pour faire une opération chirurgicale. Pourquoi ne pas les faire venir en Tunisie et développer un service de santé? La même chose pour l'éducation. Si nous ouvrons l'éducation, vous savez, il y a certaines villes en Amérique qui doivent le ressort à l'éducation. Il y a au centre des universités, des centres de recherche, tout autour, la ville s'est créée. Pourquoi nous, ce comportement très, très restrictif en termes d'éducation? Pourquoi ne pas libérer l'enseignement supérieur privé? Pourquoi ces règles qui sont totalement dépassées et qui sont d'un autre âge et qui bloquent des initiatives qui sont merveilleuses? Pourquoi nos jeunes Tunisiens, on les envoie en Europe, ailleurs, à des conditions dramatiques, avec des bourses très faibles, avec un déchirement psychologique énorme, alors que nous pouvons effectivement leur resserrer l'éducation en Tunisie? Pourquoi pas des facultés de médecine privées pour les Tunisiens, les étrangers? Et j'en passe et j'en passe. Donc, c'est un vecteur qu'il faudrait développer à temps. Et également, une nouvelle technologie de la formation, où le Tunisien s'est montré expert. Vous savez, en France, quand ils vont chercher un informaticien, ils disent pas qu'on va chercher un informaticien, ils disent qu'on va chercher un Tunisien. Les Tunisiens sont excellés en la matière. C'est une vocation qu'il faut développer, comme l'a fait auparavant avant nous l'Inde et d'autres pays pour lesquels la formation constitue une grande source de revenus. Donc voilà les principaux axes pour lesquels j'aimerais que se construise le plan de relance. Merci. Juste une question, c'est un détail. Vous avez dit tout à l'heure que les banques doivent soutenir les entreprises en difficulté. Et que vous avez parlé, je crois, de 10 milliards de dinars de référencement. Référencement supplémentaire. Voilà. Est-ce que ce plan de relance et de soutien, pardon, aux entreprises va profiter aussi au secteur touristique? Oui, c'est les concernés. Ce qui est important, c'est que on a convenu avec la Banque centrale que le plan de relance n'exclut aucun secteur. Nous avons coupé court à une approche démagogique qui existe un secteur, dit que le Covid n'a pas choisi le secteur à toucher. Et tous ceux qui demandent, par exemple, du chiffre d'affaires, qui ont été touchés par le Covid, auront droit à un soutien de la part des banques et, par votre raison, de la Banque centrale. Tout type de secteur. Tourisme, transport, commerce, tout type. Merci beaucoup. Je passe la parole à ma collègue Selma pour les questions. Merci, oui. Alors, nous avons une question. Voilà. Allez-y, oui. Oui. C'est notre collègue enseignante à l'IHET, donc prof de management. Alors, elle a dit, durant cette crise qui touche de plein l'ensemble de l'économie, les banques doivent-elles tenir un rôle fondamental différent? Oui, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que les banques, tout d'abord, sont prêtes pour s'intégrer dans la stratégie nationale de soutien et qu'elles se préparent pour la relance avec les axes que j'ai évoqués. Quand j'ai parlé de la PME, parlé des partenaires publics-privés, j'ai parlé de l'inclusion financière, je parlais également du soutien de l'environnement, donc c'est tout à fait normal. Oui. Alors, un commentaire, c'est pas une question. Alors, il a dit, Monsieur Fabrice, il a dit, donc, nous devons donc apprendre à vivre avec la pandémie. Okay. Ça, c'est évident, oui. Vivre avec qui, mais j'ai pas entendu. Alors, une autre question. Ah, d'accord. Je reviens. C'est possible, oui. Nous devons apprendre à vivre avec la pandémie. Oui, d'accord. Alors, mademoiselle Asma Daboussi, alors pensez-vous que certaines des thèses d'investissement à long terme de les bancaires, de santé, de l'informatique et de l'automatisation, et avec quel financement? Vous savez que l'automatisation, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et nous réservons, n'est-ce pas, dans le budget, des montants très importants pour améliorer le système d'information. Parce que, vous savez, la banque, c'est quoi la banque? La banque, c'est un système d'information qui doit être sécurisé, efficace, moderne, et des hommes et des femmes doivent être convenablement formés. Ce sont les deux pistes d'investissement. Donc, nous investissons sur le capital humain avec des formations appropriées. Nous avons, comme vous savez, une université, n'est-ce pas, chez nous, chez les banques, l'Académie des banques et des finances,
qui forment un peu tous nos employés dans toute l'équipe des disciplines des métiers bancaires. Et nous avons également des budgets colossaux pour investir en termes disons, de système d'information. Et ce que nous voulons là, c'est que nous voulons maintenant de plus en plus tisser des relations de collaboration profonde avec les fintechs. Nous considérons que les approches classiques qui consistaient soit à développer un système d'information en propre, en interne, sont dépassées, soit éventuellement à recourir à un global banking qui est imposé à la banque avec toutes ses contraintes, sont des éléments dépassés. Il y a maintenant des approches plus souples, plus intelligentes, qui associent des fintechs avec des produits d'une homogénéité certaine à un système d'applicatifs comme un bus informatique, et toutes ces innovations viennent un peu renforcer l'intelligence spécifique à la banque pour être, n'est-ce pas, au diapason des évolutions technologiques. D'accord. Il y a d'autres questions. Il y a beaucoup de questions en fait. Alors, le recul de la consommation. On a le temps, ce qu'il faut donc pour répondre. Donc. Ouais, allez-y. Alors, le recul de la consommation de l'investissement plonge la Tunisie en récession. Alors, quelle est votre appréciation pour 2020 et après? Moi, je suis en la matière un peu optimiste. Je considère, et c'est une idée qui m'est spécifique, que la Tunisie a assez bien géré le Covid. Et d'ailleurs, je conseille à nos décideurs d'en tirer profit pour en parler et pour essayer un peu d'en faire un atout de marketing. Pas dire à l'est de la planète que la Tunisie est un pays qui est sorti, n'est-ce pas, de Covid et on va de l'être plus rapidement et facilement que d'autres, c'est ce que ils ont. Ils ont tout d'abord pour le flux touristique. Vous savez que l'Italie, l'Espagne, la Grèce vont ouvrir un peu leur sol et leurs plages et leurs hôtels aux touristes à partir du 1er juillet, certains même 1er juin. Donc pourquoi pas la Tunisie? Considérez également que nous avons effectivement réussi à manager, et là c'est un savoir-faire qui est quand même très important. Si nous faisons valoir, n'est-ce pas, ces atouts, nous avons de fortes chances pour que les reprises se rencontrent très rapidement. Je suis pour un schéma de reprise en forme de U, c'est-à-dire une grande chute, après une petite période de stabilisation, après ça remonte très vite. Et là, effectivement, ça permettrait aux banques d'accompagner ces mouvements, parce que j'avais dit que tous les ingrédients sont là. Le trésorerie, elle est là grâce à la Banque centrale. La garantie, elle est là grâce, n'est-ce pas, au mécanisme budgétaire. Donc, nous pouvons effectivement accompagner une reprise rapide si nous mettons le paquet pour réaliser. Moi, je suis contre ceux qui disent l'année 2000 est perdue pour le tourisme. Pas perdu, rien n'est perdu. L'année n'a même pas commencé. L'année, elle commence toujours en été, au mois de juin, juillet. Comment on la perd avant de le commencer? Vous voyez, je dis que tout reste à gagner, tout reste, n'est-ce pas, à récupérer. Certes, pas avec les mêmes tendances, pas 100%, mais au moins 60, 70%, et c'est faisable, c'est jouable dans tous les secteurs. Merci. D'accord, merci. Oui, c'est tard. Ah, d'accord, Behia. Alors, Madame Firiel Benmostra, le rôle assigné à la banque en cette période de crise est-il différent selon son statut public ou privé? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis contre cette différenciation des banques par statut. Vous voyez, les banques sont toutes gérées par les mêmes lois bancaires. Vous voyez, elles sont toutes gérées par les mêmes textes de la Banque centrale. Et il y a dans notre législation, fort heureusement, aucune disposition qui fait un distinguo entre banque publique et privée. Donc, c'est la même mission. Maintenant, la gouvernance est différente. C'est normal. D'une part, vous avez un État qui gouverne, vous avez un privé qui gouverne. Mais je pense que nous rencontrons dans les mêmes défis, dans les mêmes approches, parce que nous sommes en train d'évoluer dans le même marché. Il n'y a pas de traitement spécifique qui est donné aux banques publiques par rapport aux banques privées. Nous sommes en compétition, en concurrence ensemble dans ce même marché, et je pense que, à part quelques nuances particulières, où, par exemple, les PDG des banques publiques peut difficilement refuser un financement demandé par son ministre, vous voyez, qu'un budget banque privée, bien qu'ils feront de l'honneur à ces ministres. Il y a de moins en moins, d'ailleurs, d'interventions pour pouvoir effectivement donner des financements qui ne sont pas approuvés et conformes aux standards, n'est-ce pas, de la banque, qu'elle soit publique et privée. Donc, en la matière, il n'y a pas. Mais n'empêche, personnellement, je considère que l'État, maintenant je parle de l'État, l'État n'a pas à gérer des banques. L'État n'a pas à s'immiscer dans le système bancaire.
Vous me dites, et certains me disent, que l'État est également dans sa fonction régalienne est un agent financier. D'accord? Mais l'État a tellement d'instruments financiers qu'il n'a pas besoin des banques publiques pour jouer sa mission en la matière. Il a par exemple la Caisse de dépôt et de consignation. C'est un instrument entre les mains de l'État pour orienter des investissements avec des capitaux énormes. Il y a la Banque de financement de la PME, la Banque des régions, un instrument entre ses mains pour financer la PME. Il y a la Banque de solidarité, un instrument entre les mains de l'État pour l'inclusion financière. Donc, il n'a pas besoin d'ajouter à cela la STB, la BNA et la BH, et j'en passe, des petites banques où il a des petites participations. Et d'ailleurs, c'est leur. L'État croit qu'il est en train de gérer ces banques-là. Il n'est pas en train de le gouverner. Il ne pourrait pas le faire. Il ne pourrait pas le faire. Donc, moi, j'implore à ce que l'État tunisien quitte les banques privées, à ce qu'il les privatise, et de préférence vers des capitales nationales, pas étrangers, parce qu'effectivement, les enjeux sont d'État et sur le plan stratégique. Ces banques-là sont des banques historiques qui ont rempli un rôle très important pour le pays. Il faudrait qu'elles restent entre les mains des capitaux tunisiens. Et là, effectivement, les aspects que vous visez dans votre question pourraient être effectivement aplani. La concurrence sera meilleure, pas la solidité des banques sera meilleure, et les déviations seraient évitées. Merci. Merci. Oui. Monsieur Abdallah Akeri, quelles mesures d'accompagnement pour booster l'investissement? L'investissement, maintenant, c'est tout d'abord, avant tout, c'est un regain de confiance entre l'entreprise et les banques. Moi, je suis contre ces discours que nous entendons parfois qui incriminent les entreprises. Pas normal. Les entreprises sont des agents économiques. Et dans tout agent économique, il a des bons et des mauvais. Et sanctionnez les mauvais. Mais ne sanctionnez pas un système. Ne mettez pas en cause les hommes d'affaires. Mettez en cause les hommes d'affaires véreux. Quand vous mettez en cause des fonctionnaires corrompus, quand vous mettez en cause éventuellement les artisans qui ne sont pas efficaces professionnellement. Donc, nous avons besoin de tout pour faire l'économie tunisienne. Nous avons besoin que toutes les forces apportent leur contribution, quelle que soit sa nature. C'est un premier point très important, rétablir la confiance. Sans confiance, malheureusement, nous ne pouvons pas pousser les gens économiques à investir. Et la confiance commence avec cela, avec des messages clairs et précis. On a besoin de vous, respectez les règles et vous ne serez jamais inquiétés ou dérangés. Vous ne les respectez pas, c'est la loi qui s'applique. Elle s'applique sur tout le monde. Mais pas une catégorisation des citoyens par rapport à d'autres. Deuxièmement, il ne faut pas cesser, n'est-ce pas, les investissements restructurants. C'est pour cela que le partenariat public-privé est très important. Il faut le lancer avec bienveillance, ne pas le lancer avec suspicion. Non, dire que l'homme d'affaires est le partenaire de l'administration. Et pour cela, d'ailleurs, et c'est un élément très important, il faudrait qu'on renforce les capacités décisionnelles d'administration. Moi, je suis pour la création d'un corps d'élite dans l'administration, formé par des énarques de bon niveau, par des polytechniciens, par des ingénieurs de grandes écoles, qui viennent épauler l'État tunisien pour qu'il soit un État fort, un État crédible, un État qui peut négocier avec les banques, avec les entreprises, pour apporter de meilleures solutions qui développent l'économie et qui défendent les intérêts des citoyens tunisiens. Cette banalisation, n'est-ce pas, de la grille des salaires est quelque chose qui n'est pas très loin. Il faudrait inévitablement regarder les meilleures administrations, leur donner des salaires et des revenus qui correspondent à leurs compétences. Et c'est maintenant de plus en plus nécessaire, vu le manque de ressources de l'État et vu la complexité de projets à créer et à mettre en place. Merci. Alors, une autre question. Madame Soumaya Yacoubi, quelle politique de provisionnement et de couverture des risques faut-il mettre en place afin d'alléger les conséquences de cette crise? Vous savez, l'approvisionnement, c'est quelque chose de fondamental. Moi, j'avais dit dans mon exposé que même si la Banque centrale nous a exonérés de classer les créances mobilisées, parce qu'elle a considéré que la mobilisation est un paiement, nous devrons, nous, assumer nos responsabilités et continuer à provisionner convenablement nos risques. C'est quelque chose d'essentiel pour les solidité de la banque et pour qu'elle puisse jouer son rôle comme un instrument efficace de financement de l'économie. Donc, je m'attends personnellement à ce que toutes les banques vont opter pour des provisions, non pas individuelles, parce que tu ne peux pas les faire, les créances ne sont pas classées, mais pour des provisions collectives tenant compte de la nature particulière du risque qu'a vécu et qui vivra la Tunisie en 2020. Donc, si cela va nous amener, comme je l'avais dit, à déclarer des bénéfices, n'est-ce pas, en baisse, moins importants qu'auparavant, il faut l'accepter.
faut l'accepter parce que la priorité maintenant est vers l'approvisionnement, l'organisation des banques et c'est l'approche qui a été suivie d'ores et déjà parce que les banques, comme vous le savez, ont accepté de ne pas distribuer des dividendes en 2020. Donc, les dividendes qui étaient distribués auparavant, qui comptent par des centaines de millions, hein, c'est pas peu, est venu maintenant renforcer les fonds propres, donc augmenter la ressource du capital des banques, augmenter leur solvabilité. D'accord. Alors, une autre question. Pensez-vous que les niveaux élevés de la dette publique et les questions sur l'indépendance de la Banque centrale seront à l'ordre du jour? Vous savez, l'indépendance de la Banque centrale est quelque chose de pense indispensable. Je ne vois pas, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la Banque centrale indépendante, c'est entre guillemets, parce que le gouverneur, comme je l'avais expliqué, il vit dans un environnement, il tient compte inévitablement des orientations du pays. Et je dirais qu'au-delà de l'indépendance, parce que l'indépendance, elle est assurée par les textes, mais également par les personnes qui gèrent. Comprenez que parfois vous avez des textes qui sont merveilleux, splendides, mais gérés par des personnes qui ne partagent pas ces visions-là. Donc là, vous avez ce qu'il faut maintenant, c'est la crédibilité de la Banque centrale. Donc ça doit être crédible dans le sens où elle doit prendre des mesures compréhensibles par les opérateurs, des mesures qui annoncent des orientations qui vont changer, et c'est ça la force, des anticipations des opérateurs. Et la Banque centrale a été crédible chez nous en Tunisie. Quand elle a pris des mesures, elle a changé les anticipations. Elle a fait effectivement que certaines orientations ont changé dans le sens où l'augmentation du crédit s'est ralentie, par exemple. Vous voyez. Donc, cette crédibilité est ce que nous demandons de la Banque centrale. Maintenant, son indépendance par rapport à l'État et autres, je vous dis, c'est un exercice qui est maintenant réglé. Je pense que tous les pays du monde considèrent que l'indépendance est minimale. Certains pays maintenant vont même plus loin, considèrent que l'indépendance est sacrée dans le sens où le salaire du gouverneur dépendra de sa réussite dans la réalisation de l'objectif d'inflation. S'il décide que l'inflation sera de 3% en 2020, si l'inflation dérape à 15%, son salaire va diminuer parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Si par contre, l'inflation a dépassé ses objectifs, peut-être qu'elle peut être primée en conséquence. Donc vous voyez que pour pouvoir faire ça, il faut qu'il soit indépendant. Sinon, il recevra des instructions du ministère des Finances pour alimenter les budgets d'État et surtout, si, n'est-ce pas, l'environnement est un environnement électoral, donc il encourage les partis politiques pour des dépenses ou pour des déficits. Donc l'indépendance, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas soulever. Mais il faut aller au-delà, donner à la Banque centrale les instruments en mécanisme et en hommes et femmes pour qu'elle soit crédible. D'accord, merci. Alors, une autre question. Alors, Monsieur Zrewi Yassine, que pensez-vous du projet de décret-loi Solidarité nationale et soutien aux entreprises et surtout de l'augmentation de la retenue à la source sur les comptes à terme? Je n'ai pas compris, de l'augmentation. Si vous pouvez répéter la question. De l'augmentation de la retenue. Alors, que pensez-vous du projet de décret-loi Solidarité nationale et soutien aux entreprises et surtout de l'augmentation de la retenue à la source sur les comptes à terme? Voilà ma vision claire en interne. Nous avons en Tunisie une pression fiscale qui est la plus importante au monde. L'augmenter davantage, ça va être catastrophique. Il n'est pas question, si nous voulons que l'économie tunisienne fonctionne convenablement, sans parler de relance, hein, que nous pensons, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, à augmenter la pression fiscale. Il faut chercher des ressources ailleurs. Cherchez-les dans ces marchés informels qui échappent à l'impôt. Cherchons-la dans cette réduction des gaspillages dans la caisse de compensation. Cherchons-la dans cette absence de restructuration de crise publique qui coûte à l'État un argent fou et c'est un puissant fonds. Cherchons-la également dans cette rationalisation de la main-d'œuvre qui travaille dans la fonction publique. La tendance d'augmentation des impôts est catastrophique. Et vous savez, les économistes se disent très bien, trop d'impôts tue d'impôts. Quand vous allez augmenter les impôts, vous n'allez pas avoir plus de recettes. C'est un paradoxe. Vous allez croire que vous allez augmenter les recettes d'État, mais ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas avoir plus de recettes et vous allez décourager encore les investisseurs à investir. Donc, il n'y a que du négatif. Osons, pour une fois, s'attaquer aux vrais problèmes. Osons régler les vrais problèmes, même si ça coûte à certains leur place. Ils seront salués, ils seront sanctifiés
et seront peut-être considérés comme étant des euros qui ont fait l'histoire de la Tunisie. Merci. Donc, une autre question. Alors, Madame Chadley Abdelhat, la spécialisation, alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, oui. Sinon, on s'arrête, hein? Voilà. Alors, oui, juste, je vais terminer donc avec la dernière question. Alors, la spécialisation, la relocalisation, la digitalisation, l'économie du savoir, le decatching, le développement financier s'avèrent nécessaires. Alors, quels sont les plans d'action pour saisir ces opportunités? Voilà, moi j'ai dit le plan d'action. L'action, moi je l'ai dit, je le répète. Vous avez parlé tout à l'heure, oui. Je le répète parce que c'est très important. Nous ne pouvons pas faire cette mutation importante et indispensable sans adopter un chemin de rupture. Nous voulons dire aux gens, quel que soit leur niveau, leur positionnement, ce que vous faites en train de faire actuellement ne sera plus en vigueur demain. Nous avons une expérience maintenant. D'habitude, quand on fait une réunion comme cela, on se réunit dans une salle ensemble, un conférencier, des gens sont là, on discute tout ça. Alors, nous avons fait une réunion aussi efficace, sinon plus, avec des moyens d'information. Et tout le monde a réussi à adhérer à cela. Pourquoi ne pas dire interdisant purement et simplement de réunions avec les présences publiques et faisons tout pour que toutes nos réunions se fassent par des moyens électroniques digitalisés. Voilà un exemple. Donc, nous devrons adopter la rupture. Vous savez, les banques danoises ont décidé un beau matin que désormais, elles ne vont pas accepter des billets de banque. Ça a été une croix, c'était une levée de boucliers. Tout le monde s'est contesté. Les retraités, les États ont dit non, nous, c'est notre position. Et effectivement, on tenu bon. Ce qui fait maintenant, on n'a plus de billets de banque au Danemark. Vous allez en Danemark, si vous n'avez pas moins de paiement électronique, vous ne pouvez pas faire ni vos achats, ni régler vos services. C'est de cela dont on a besoin en Tunisie. On a besoin des décisions de rupture et nous pouvons le faire et j'ai confiance dans le peuple tunisien. Il n'y a pas un Tunisien qui n'a pas de portable maintenant. Il le gère de manière fabuleuse, exceptionnelle, même dans le coin le plus reculé. Nos enfants maintenant, c'est terminé, ils sont en train de manipuler des portables et d'autres instruments informatiques avec une dextérité absolue. Donc, le peuple est prêt. Il faudrait qu'on fait l'orientation et qu'on l'impose parce que c'est une imposition dans l'intérêt de la population. Et croyez-moi, le marché va créer des solutions pour ceux qui sont un peu en retard. Quand le ministre de l'Éducation avait décidé que l'inscription doit être via Internet, qu'est-ce qui s'est développé? Dans certaines régions, il y a des jeunes qui ont ouvert des bureaux pour aider les citoyens à inscrire leurs enfants. Donc, on a créé un nouveau métier, n'est-ce pas? Qui a permis effectivement que la solution fonctionne, même ceux qui sont totalement exclus de cette dynamique. Donc, c'est cela comme modèle de gestion de la rupture, si nous voulons faire les choses rapidement et efficacement. Mais si on va continuer, comme d'habitude, à disserter, à négocier, à gérer les intérêts, à lancer des appels d'offres, à les revoir, n'est-ce pas, à avoir le consensus général, à consulter une vingtaine de ministères, alors là, on va rester sur place, la planète évolue et nous, on ne fait que reculer. Bien. D'accord. Alors, merci, M. Sid Ahmed, merci pour votre conférence, elle est très riche. Merci donc à Sita Al-Almi pour l'initiative de ce forum. Si vous me permettez, donc, vous voulez parler, Sita? Oui, vous voulez dire quelque chose, Sita? Pour cette contribution et nous allons le mettre à contribution plus tard parce qu'il y a d'autres thèmes très importants et Tabarakallah Ali, il est vraiment à même de donner des idées futuristes depuis 30-40 ans déjà. Il y a des choses qui ont été faites, on en avait parlé et puis maintenant elles sont à l'ordre du jour. Sid Ahmed, merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour votre invitation et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yatik Saha. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.
Au revoir.